Voilà, de retour pour la troisième partie. Donc toujours avec les brigands, cette fois c'est Maxime qui est revenu, on a échangé. Voilà. Et c'est toi qui vas te plier à l'exercice du face au public, puisqu'on va prendre les questions des méthanos affûtés qui nous demandent quelles sont vos influences et vos liens avec Joël Labruyère. Que pensez-vous de ces thèses gnostiques anti-chrétiennes ne sont-elles point incompatibles avec la défense de la France chrétienne? Défense de la France chrétienne, alors... Puis je le connais, alors lui c'est un vrai, je suis celui qui pose la question. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Joël Labruyère, c'est effectivement un ami à nous. Faut savoir que c'est un écrivain idéologue, qu'il a écrit deux livres particulièrement, Révolte contre le monde moderne et puis L'État inquisiteur. Tout à fait, ouais. Et que nous, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré de ces textes. J'ai pas vu de thèse anti-chrétienne dans ses écrits, par contre. D'accord, ouais. C'est peut-être son interprétation. C'est vrai que j'ai lu les écrits de Joël Labruyère. J'ai vu qu'il n'était pas particulièrement catholique, ça c'est clair. Mais anti-chrétien, j'ai pas vu ça. Après, ce qu'on peut dire, c'est que Joël Labruyère, il a écrit en effet donc deux livres, L'État inquisiteur, qui dénonçait en fait l'esprit d'inquisition qu'il y avait durant la chasse aux sectes, suite à l'affaire du Temple solaire dont Antoine a parlé tout à l'heure. Et après, il a écrit un livre qui s'appelle Révolte contre le monde moderne, qui est reparu plus tard sous le terme Kali Yuga, parce que Joël Labruyère il défend cette idée qu'on est dans l'âge noir. Après, c'est des idées, hein. Il a énoncé il a écrit sur énormément de sujets, parce que justement, il a édité la revue Undercover. Il est le premier à avoir dénoncé les jésuites, enfin un des premiers, de notre époque à avoir dénoncé les jésuites. Avoir sorti le problème des jésuites à la fin du XXe siècle. Donc en ça, il est un farouche défenseur des chrétiens, au contraire. Il est un défenseur des chrétiens dans le sens où les jésuites sont pas forcément les jésuites sont pas forcément en train de faire du bien à la chrétienté, ils sont en train de la liquider d'une certaine manière, c'est ce qu'il a essayé de montrer. C'est pas forcément bien compris. Après, on peut se dire qu'il a attaqué très farouchement aussi bien donc l'ordre des jésuites que la franc-maçonnerie, et donc il a énormément d'ennemis, on peut bien se dire. Je me souviens, il m'avait raconté qu'à l'époque où il avait son association qui s'appelait l'Omnium des Libertés, donc qui défendait les minorités spirituelles, il avait carrément des mecs des RG qui se pointaient avec des malabars chez lui pour lui dire faut arrêter, faut arrêter votre action. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a dérangé pendant un temps l'ordre établi, quoi, parce qu'il avait dénoncé justement, c'est quand même une grosse affaire si vous commencez à dire que l'ordre du Temple solaire c'est un canular et que ça peut être qu'une force militaire qui peut faire ça et que ça se passe en France. Une force militaire en France, ça commence à être dérangeant. Donc Joël Labruyère a eu pas mal d'ennemis à ce niveau-là. Et puis après, Joël Labruyère, évidemment, c'est un homme que les femmes trouvent assez charmant. Et donc du coup, il a eu pas mal d'ennemis femmes, de femmes et conduites. Ah d'accord. Donc ça, c'est là. Mais ça après ça. Faut pas frustrer les femmes, sinon elles c'est deviennent vrai que c'est un problème qui est complètement indépendant de. Enfin ça, c'est la vie privée de Joël Labruyère que je ne connais pas tout à fait, mais je sais par contre qu'il y a pas mal, il y a pas mal, non il n'y en a pas mal, mais c'est vrai que nous on en connaît une dans tous les cas, d'ailleurs qui nous a craché dessus dans Rivarol, qui s'appelle Annick Levin-Fausse, et qui a une histoire d'amour assez triste sans doute, quoi, avec Joël Labruyère, et ouais, c'est une femme éconduite, quoi. D'accord. Donc après, femme vengeresse, c'est ça. Exactement. Et apparemment, parce que moi je suis trop jeune pour l'avoir connu dans d'autres années, Joël Labruyère, mais il y a eu d'autres affaires où il y avait des femmes vengeresses. Voilà, c'est un genre de Casanova. C'est un genre de Casanova conspirationniste. D'accord, Casanova conspirationniste. Malheureusement. Gloubi, de toute façon, c'est un esquinien, lui. Tous les grands hommes de l'histoire ont été attaqués par des histoires de gonzesses. Souvent, d'où le fameux dicton, c'est chercher la femme. Et vous trouvez le point faible. Alors chez les brigands, il va falloir en chercher plusieurs. C'est ça. En tout cas, voilà. T'es l'esquinerie Gloubi la prochaine fois. On se comprend, c'est un private joke entre lui et moi. On me dit, parce que c'est un esquinien, il faut comprendre le vocabulaire. On me dit, dans une musique, vous avez déclaré que Dieudonné
le babou cholâtre devrait ranger sa quenelle dans son cul. Que pensez-vous de cet artiste et de ses positions? Alors, cette La l'affaire quenelle à Dieudonné Dieudonné. dans... quenelle à Dieudonné qu'on a enlevé il y a à peu près un an. Oui. On l'a retiré. Parce qu'on a dit On qu'on a était retiré comme- sa quenelle à Dieudonné. On a dit que c'était quand même, on était dans une perspective de rassembler les gens et d'encourager tout ce qui était, on va dire, qui allait contre la pensée dominante générale. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, bon, on a fait une parodie rigolote sur Dieudonné, ça a peut-être pas de sens, donc on l'a retiré. En fait, il avait fait une émission, je crois qu'en Iran, il me semble, où il déclarait publiquement que le chemin normal pour un chrétien même, c'était de devenir musulman parce que c'était plus ou moins la dernière révélation qu'il y avait eu. Et ça nous avait un peu choqués. Et du coup, on s'était demandé, on se demande toujours pour savoir, pour faire une analyse politique, à qui profite Dieudonné, en fait, d'une certaine manière. Est-ce qu'il est là pour dégazer un problème d'antisémitisme en France Donc c'est vrai qu'on était un peu parti sur cette thèse-là, puis parfois, nous, on est un peu franc-tireurs, puis provocateurs. Dégazer un problème d'antisémitisme... Bah, Oh Tu là vas te faire des ennemis, là. t'as vu la phrase Là, ouais, il faut là, il en faut 3, là. Parce que dégazer l'antisémitisme, ça va être Ah tendu. oui, pardon. Non, pardon, bref. On se comprend, quoi. Mais c'est une question, de toute façon, de quoi que vous allez dire, ça va être... il va falloir faire comme ça. Ouais. Mais non, Mais rien contre Dieudonné, en tout cas, donc... Non, bah c'est un peu, voilà... Après donc on s'était... Mais ça a été mal pris, ça, le public, là. Ouais, on comprend bien que le public de Dieudonné, il a pu se dire, putain merde, surtout le public musulman de Dieudonné, il a pu se dire, enfin c'est vrai que notre chanson était un peu hard, mais après c'est vrai qu'on l'a retiré, on n'a rien contre Dieudonné, de toute façon on voit bien qu'il a eu quand même énormément de problèmes, on respecte énormément le personnage parce qu'il est... En tant qu'artiste. En Ouais. tant qu'artiste. Mais pas forcément au niveau du message qu'il véhicule, qui est pas, le message qui est pas qu'il- tellement anti-système en fait. le message qu'il véhicule, il est anti-système un peu quand même, il est quand même... il est fort, je pense qu'il a quand même débouché il a quand même été très salvateur, Dieudonné quand même, parce que ce truc-là, depuis l'affaire Dieudonné quand même, on parle, même le mouvement de Sora, on a pu ressortir quand même beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur et ça on reconnaît vraiment. Et après, Dieudonné, on le reconnaît en tant qu'artiste, c'est vrai que c'est un des meilleurs, c'est sans doute le meilleur de sa génération, ça on fait confiance à des gens comme Ramsey, Derrick et Ramsey qui le dit ouvertement. Ouais, Jamel Debbouze, bon comme on veut. Jamel Debbouze, mais il est revenu en fait. Tout à fait. Alors, bon, bah, vous avez déjà répondu, je pose la question juste par principe, mais vous avez déjà répondu. Que pouvez-vous répondre à l'article vous concernant les brigandes? Quand une secte anti-chrétienne et occultiste tente de subvertir la droite nationale, Wow. Ouais, évidemment, mais vous avez déjà largement répondu à cette question. Non, mais c'est pour dire que j'évance pas la question, Bien sûr, en fait. ouais, bien Mais que sûr. vous y avez répondu Oui, déjà, on je peut crois. dire... Donc, On a Super. passé un bon moment. Subvertir la droite quand on fait un CD qui s'appelle France Notre Terre, voilà. Après nous on n'oblige personne à penser quoi que ce soit, on fait pas de prosélytisme pour une idéologie quelconque. Tout ce qu'on dit c'est que les gens doivent se regrouper au-delà de leurs différences, on va dire. Ils doivent se regrouper sur l'essentiel du problème de la France, quoi, peut-être. Quoi. Sur qu'est-ce que c'est, quels sont les défis justement dont on parlait même au début, quels sont les défis à relever, quoi. Voilà, puis comme subversion, il y a pire, parce que donc, on voulait notamment, on était censé monter sur scène pour la fête de Jeanne d'Arc le 8 mai dernier à Paris. Ouais. Et donc c'était organisé par le mouvement Civitas. Ouais. Et ce concert a été annulé suite à cet article qui disait exactement les propos Ah, c'est qui Civitas viennent qui a d'être... Oui, souhaité annuler le concert. parce que Bah, en après, fait... oui. Civitas, association catholique, je rappelle, c'est ça. Voilà. On avait reçu les Vous avez les reçu représentants. Alain Escada, ouais. Et l'Inscada, tout à fait. Voilà, et donc nous, ce qu'on avait préparé donc, comme technique de subversion terrible, c'est qu'on avait fait une chanson qui s'appelle Rondeau de France, qui est sur l'album, donc qui est justement... si vous l'écoutez, vous verrez qu'elle n'est pas très subversive. Et Non, puis mais- bon, on avait aussi une chanson en hommage à Jeanne d'Arc, qui est une très très belle chanson. Qui est dans le premier disque, ouais. D'accord. En fait, nous, Et ils ont suivi les pressions, ils ont annulé. Quoi. Bah, ils ont suivi les pressions, oui. Ils ont été victimes de l'esprit d'inquisition Ah dont on parlait- dont on a parlé tout à d'accord, l'heure, l'esprit hein. dont on On parlait parlait tout à l'heure. Et puis, on comprend bien, Alain Escada, à mon avis, était sans doute, on a cru qu'il était, dans tous les cas, qu'il était désolé d'annuler le concert, parce qu'au final, tout modestement, je pense qu'il y aurait eu des gens qui auraient été intéressés à venir au concert, même sans être forcément, justement,
catholique intégriste, ou enfin ça faisait quelque chose de... On est quasiment le seul groupe de pop qui peut chanter ce genre de choses. Donc c'est sûr de s'empêcher de pouvoir le promouvoir, alors qu'on est dans cette tendance-là, bah c'est là on dit qu'il y a une schizophrénie, quoi. Il y a un truc, il y a quelque chose de difficile, quoi. Bon, bah, au moins les choses vont s'éclaircir. Alors, on me dit, Ouri, déchaîné, bronzé, livide, croyez-vous que ces propos peuvent faire avancer les tensions en France à l'heure où la haine de l'autre est à son apogée? Alors... Bah ça, si vous voulez, nous on est un peu provocateurs. Bronzé, livide, sincèrement... C'est poétique. Non, c'est pas poétique, c'est une formule poétique. Ouais. Non, bronzé, livide, c'est rien, quoi. C'est des gens, ça peut être des gens de l'Europe de l'Est ou n'importe quoi. Enfin, je dirais que c'est rien. Sinon, on serait pas là en train de discuter sur un canapé avec vous. Enfin, je veux dire, c'est des conneries françaises, à la française, je trouve. Mais il y a pas... Alors, il y a une phrase, moi aussi, j'avais noté, il y avait dans une chanson, c'était dans Rêve de reconquête. Alors, on reprend Al Jazeera, on libère l'Afrique. Enfin, j'ai noté ça. Et aussi, oui, les minarets, les minarets sont une abomination. Non, les minarets sont pas une abomination. Les minarets, point virgule, l'abomination. Voilà, les minarets, l'abomination. C'est pas la même phrase. Les minarets, l'abomination. Parce que j'avais noté en plus, les minarets, l'abomination. À terre, les horreurs de béton. C'était ça la phrase, exact. Les minarets, et puis l'abomination. D'accord. Mais voilà. À terre, les horreurs de béton, les minarets. Ça, c'est sûr que... Mais ça, c'est sûr, je vous dis, les brigandes, elles sont provocatrices. Hein, parce qu'on sait que... Et ça, on s'appuie un peu sur, on va dire, 20 ans de chansons, c'est vrai, dans la rap principalement, où il y a eu quand même un peu un abus sur la France, quoi. Vous pouvez le dire tranquillement. Ça, si des rappeurs commencent à chanter... je sais plus, j'ai écouté un truc de Mac Taylor il n'y a pas très longtemps. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, oui, c'est très connu. C'est quand même fort, ça, quand même. Ouais. Vous comprenez? Donc après... 93 hardcore. 93 hardcore. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, c'est sûr que c'est un point de vue, mais après... Nous, on n'a aucun problème avec les minarets. Alors, j'ai jamais su si c'était un fake ou pas, parce que tu peux penser. Sur Facebook, vous pouvez tout retrouver facilement. Alors, je sais pas si c'est un fake, donc pardonnez-moi si c'est un fake, mais j'ai trouvé ça très drôle. Même si c'est un fake, c'est très drôle. Donc, il y a une affiche, on voit Mac Taylor, qui met en fait dans son Facebook sa phrase, je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, qui donc recueille 5000 j'aime ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Et puis, il y a une autre qui s'appelle Marc Tailleur, et qui lui dit « Je baiserai le Cameroun jusqu'à ce qu'il m'aime ». Et je pense que ce doit être elle, parce que quand on lit les commentaires, comment tu oses dire ça? Raciste, xénophobe, et il a 3 j'aime, je crois. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut pas dire ça. En lisant les commentaires, je me dis non, ça doit être vrai quand même. Non, on dirait pas, on ne pourrait pas dire Julie Crel, l'Afrique jusqu'à ce qu'elle m'aime. On peut pas, ça nous viendra jamais à l'esprit de dire un truc comme ça, quoi. Donc du coup après voilà. Donc le minaret, c'est sûr que 2 mois après les attentats du 13 novembre, je sais pas quoi, c'est sûr qu'on n'est pas forcément pro-minaret en France. En terre chrétienne, non. En terre qui a été traditionnellement chrétienne ou païenne, enfin dans tous les cas pas forcément. Mais quand vous dites on reprend Algeciras, c'est Alger. Non, Algeciras c'est une ville. C'est en Espagne, oui. C'est la chanson s'appelle Rêve de reconquête. On n'est pas dans un truc où on va le faire, quoi. Tu vois, on est dans un truc, on est quand même dans la chanson, on reste dans un esprit musical où voilà quoi, c'est un film, quoi. Tu vois, on n'est pas dans une incitation à la haine. Non, on n'est pas là-dedans. D'accord, parce que non, vaut mieux préciser. Alors on me dit question mode de vie. Êtes-vous tourné vers des alternatives, un mode de vie coopératif, une organisation en réseau contre le système? Voilà, je crois que vous avez ça on a répondu largement répondu. Hein, je vous pose la question pour dire qu'on les vince pas, mais vous avez largement répondu. Vous êtes complètement même dedans. Complètement dedans, et on rejoint justement les idées de Gabriele Adinolfi là-dessus. On conseille les derniers cours qu'il a fait, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, et j'ai vu qu'il n'a pas forcément énormément de vues, alors que c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, c'est sur la vidéo s'appelle se mettre à la hauteur de notre époque, de notre temps, quoi. Se mettre à la hauteur du temps présent. C'est très intéressant, où il explique justement pourquoi justement c'est très important
le corporatisme, l'entraide, la solidarité entre des gens qui sont pas contents par rapport au système. D'accord. Très important. À suivre. Hein. On le salue d'ailleurs, Gabriel. Salut Romain, bien évidemment. Alors, pas d'équivoque. Alors, on me dit, selon vous, existe-t-il une bonne et une mauvaise franc-maçonnerie ? Est-ce que vous mettez tous les francs-maçons dans le même paquet ou est-ce que vous dites, bon, il y a quand même des francs-maçons bien et d'autres pas bien ? Parce que vous tapez beaucoup sur les francs-maçons. Oui. Ouais. On a bien tapé. On a fait une émission là-dessus, mais c'est vrai qu'on s'est intéressé aussi à ce qu'était la franc-maçonnerie originellement, c'est-à-dire ce qu'on appelait les confréries de bâtisseurs, en fait, ceux qui ont construit les cathédrales et tous les monuments magnifiques qu'on peut trouver encore en France à l'heure actuelle. Et qui étaient en fait des confréries qui travaillaient dans le secret, qui avaient ces secrets de fabrication, de construction. Et c'est sur ce modèle-là que se sont créés les francs-maçons, la franc-maçonnerie dite spéculative, qui à l'heure actuelle qui n'a plus que des secrets, qui ne sont pas des secrets de bâtisseurs, mais des secrets d'occultistes, où en fait ils ont une franc-maçonnerie qui est affairiste, et ils ne servent pas justement un principe transcendant où ils veulent faire quelque chose pour servir leur âme, où il n'y a pas aucune idée de chevalerie dans ces confréries-là, mais voilà, c'est ça qu'on dénonce. Mais que cette franc-maçonnerie, elle soutient, elle promeut l'idée justement l'idée du mondialisme. Est-ce que justement tout à fait. Voilà. C'est elle qui a construit le mondialisme. C'est elle qui a construit l'Amérique, véritablement, principalement à partir de la franc-maçonnerie spéculative, donc comme on dit, qui est née donc à Londres en 1717 avec les fameuses constitutions d'Anderson. Voyez vraiment notre émission là-dessus, c'est Radio Brigande 3. Donc là vous aurez plus de détails, et puis moi c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Mais par contre ce qui nous intéresse, il y a en effet cette franc-maçonnerie, on va dire spéculative, et sur le coup on pense vraiment satanique, oui, très noir. Derrière le Grand Orient de France, il y a quelque chose qui est très sombre. D'ailleurs, la Révolution française, on pense que c'est quand même... Il y a une force qui est proche de ça, quoi, et qui a fait quand même comme un énorme rite de sang en 1789 pour appuyer son pouvoir, quoi. Comme si elle avait fait égorger une partie de la France, si vous voulez. Donc c'est quand même très dur. Et par contre, on soutient l'idée que à travers le temps, il y a quand même par contre un phénomène initiatique qui a pu se voir particulièrement même en France, principalement dans la chevalerie. Et après dans la chevalerie, c'est tombé en effet, la chevalerie en fait elle a disparu au moment de 1789 parce qu'on chassait les nobles. Donc on chassait les gens où il y avait en fait de la connaissance, on peut dire. La connaissance elle était où ? Elle était dans les monastères chrétiens, donc là où il y avait les livres de philosophie, parce que les chrétiens ont quand même été obligés de recycler Aristote et Platon pour avoir quelque chose, quoi, parce que sinon ça suffisait pas les évangiles, il fallait quand même de la philosophie, quoi. La philosophie, jusqu'à preuve du contraire, c'est un terme pythagoricien, donc de l'école de Pythagore. Donc Pythagore n'était pas forcément chrétien parce qu'à l'époque de Pythagore, le Christ n'était pas venu. On n'avait pas encore entendu parler. Par contre, on avait entendu parler d'Hermès, comme Platon a pu en parler. Et on recherchait le bien, le beau, on recherchait l'immortalité d'une certaine façon. Et on recherchait dans tous les cas à quoi servait la vie d'un être humain, à quoi un être humain devait aspirer et comment se rapprocher des dieux. Et ça, on pense qu'en effet, il y a un phénomène initiatique chevaleresque, parce que le chevalier était censé se passer de l'état d'être humain normal à un état... il s'élevait, si vous voulez, quoi. C'est ça l'idée de noblesse. Mais la franc-maçonnerie, je vais faire l'avocat du diable, est-ce qu'ils n'ont pas aussi ramené du positif dans la société, avec peut-être en ramenant une forme d'égalité, une forme de... Par exemple, le fait que, c'est une loi qui est très très souvent critiquée, la loi de Jules Ferry de 1881 sur l'école, qui impose l'école laïque, obligatoire, etc., mais qui est pourtant la fierté de la France. Mais est-ce que c'est pas une bonne loi quelque part, que l'école soit laïque et obligatoire? Non, je me fais l'avocat du diable. Ouais, bien sûr. Non, mais on peut se poser ces questions-là. Elles sont très pertinentes. Il faut voir dans quel modèle de civilisation on vit, quoi. Après 1789, il n'y a plus de chevalerie, il n'y a plus d'aristocratie. Donc tout le monde est pareil. Et si tout le monde est pareil,
en fait, on vit sous ce qu'on appelle l'ordre marchand. Très cher à Jacques Attali, l'ordre marchand, vous savez, il parle pas de l'ordre mondial, il parle de l'ordre marchand. C'est vrai que les marchands, pour eux, il n'y a pas de frontières. Les frontières, c'est presque l'ennemi parce que ça empêche de faire du commerce. Ça empêche de faire du commerce. Donc il faut voir l'école de Jules Ferry, à quoi elle conduit. Parce que vous n'allez pas me dire qu'avant, les gens, ils n'étaient pas éduqués. Les paysans, ils étaient éduqués pour être paysans d'une certaine manière. Et puis après, on imagine que c'était pas forcément une société idyllique. Je dis la société d'avant 1789. D'ailleurs, elle était décadente. C'est pour ça qu'elle s'est effondrée. On n'est pas en train de dire que les aristocrates sont victimes. Non, les aristocrates sont leurs propres fossoyeurs. À force de traîner dans des salons, ils ont fini par s'affaiblir considérablement. Mais par contre, à l'époque de Jules Ferry, donc on est dans un ordre marchand naissant. Donc du coup, même le marxisme, ça devient légitime d'une certaine manière, parce qu'il faut protéger les gens d'une exploitation de gens qui ne sont pas nobles, de gens qui sont des bourgeois, véritablement. C'est parce que le noble et le bourgeois, ça n'a rien à voir, quoi. Le noble, au départ, il n'est pas forcément très riche, le petit seigneur dans sa région. Les petits seigneurs dans leur petit château, ils n'étaient pas très riches. Il semble-t-il, ça, c'est au contact de Sacre TV, que je vois leurs vidéos, les nobles avaient beaucoup d'obligations. Beaucoup d'obligations, Voilà. C'était les premiers serviteurs. Ils avaient énormément d'obligations. Et que justement, le bourgeois, eux, font sauter ces obligations. Ils disent, bah non, privilège. Parce que là, c'est là où on rejoint cette idée d'initiation et de noblesse. C'est que justement, le noble, c'était un guerrier. Tout le monde ne faisait pas... La démocratie dans la guerre, ça n'existait pas. Le paysan, il ne faisait pas la guerre. C'était les nobles qui faisaient la guerre. Le paysan, c'était comme au Japon, quoi. C'était les samouraïs qui allaient se battre. Les paysans, ils étaient dans leur champ. Bon, ils voyaient les mecs se battre, mais ils n'y allaient pas, quoi. C'est la République qui a inventé les paysans qui vont se battre. Exactement. C'est la République. C'est le problème des Vendéens, d'ailleurs. C'est qu'ils ne voulaient pas aller se battre. C'est le problème des Vendéens. C'est vraiment le vrai problème des Vendéens, c'est de se dire, c'est quand on a dit, vos enfants là, vos petits-enfants merveilleux, eh ben on va les envoyer se battre. Et on leur a dit, mais ils savent pas se battre, c'est des paysans. Et là, du coup, ils ont dit, bah non, donc on veut pas envoyer les gens se battre pour des guerres. D'ailleurs, parce qu'à l'époque de la Révolution française, on a commencé à faire plein de guerres partout parce que il fallait montrer qu'on était une nation française, puis un royaume, donc il fallait montrer à tout le monde qu'on était là-dedans. Et il y a eu une révolte là-dessus. Et après, donc, l'école de Jules Ferry, en effet, ça peut être quelque chose de très bien, mais ça fait quoi? Ça forme des gens qui vont s'adapter au système après-industriel et au système économique de l'ordre marchand. Et au final, aujourd'hui, vous avez une école qui est la résultante de l'école de Jules Ferry. C'est l'école de Najat. C'est l'école de Najat. Mais l'école de Najat, elle ne forme pas des gens qui vont rechercher à quoi ça sert une vie humaine. Ils vont faire une école de gens qui vont s'adapter et qui vont devenir des esclaves du système économique mis en place depuis 1789, tranquillement, pour un ordre bourgeois international. C'est des bons petits moutons bien adaptés voilà. au système, bien adaptés, bien formatés. Pour qu'une élite de gens qui n'en ont plus rien à faire, parce que le petit seigneur qui était un noble, il avait le devoir de prendre soin de sa population, parce qu'il dépendait totalement des paysans. Donc il y avait une entraide, c'est quand même une vision un peu simpliste de penser que les nobles, ils écrasaient les petits serfs, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. On ne dit pas que c'était un système parfait, il y avait forcément des êtres humains qui étaient, des bons nobles et des mauvais nobles, on est bien d'accord, quoi. Mais le système était plus compliqué, parce que c'est vrai que le storytelling de la République, il est un peu simple. C'est avant 89, il y avait rien. Bien sûr, des champs qui oppressaient toute la population. Et puis après 89, tout est merveilleux. C'est ça. C'est la République, c'est les lumières, c'est les machins. C'est ça. C'est ce qu'on apprend à l'école. Et c'est un peu trop simpliste, peut-être. C'est un peu trop simpliste. C'est-à-dire que la République, peut-être, a certainement eu des bienfaits, certainement. Mais c'est aussi pareil pour la monarchie, qui elle aussi avait des bienfaits. C'est ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais après, c'est sûr que l'école pour tout le monde. Est-ce que les gens sont plus heureux parce qu'ils savent tous lire? Je ne suis pas forcément persuadé de ça, en fait. Je ne suis pas sûr que parce que les gens ils lisent Télé 7 jours, parce que les gens ils lisent pas tous. C'est la République donc qui impose cet égalitarisme à la France. Oui, bien sûr. Cette politique de l'égalitarisme total, c'est-à-dire tout le monde au même niveau, tout le monde pareil. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nivelé par le bas. C'est nivelé par le bas. C'est vrai que c'est évidemment dans les loges que c'est la politique... C'est inspiré par une idéologie maçonnique, vous pensez? Ouais. Ah ouais, c'est inspiré par une idéologie maçonnique. Et par exemple, l'égalitarisme, on peut en parler. Par exemple, il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement Spartacus. Donc ils se sont pas mal inspirés. Même Jean-Jacques Rousseau, il fait l'éloge de Sparte. Oui.
qui est une société égalitaire, mais en même temps pas égalitaire du tout. C'est-à-dire que pour être ce qu'on appelle un égo à Sparte, donc un égal de l'autre, un aristocrate, il fallait passer par par l'initiation du Spartiate, donc toute l'éducation spartiate qui faisait que le mec, on pouvait compter dessus à la fin. Il était uni avec les autres et il était Guerrier. Il était un guerrier, quoi. Et Défendait sa cité avant il tout. était égal dans la défense de sa cité, il pouvait se sacrifier, quoi. En fait, l'égalité, elle avait pour prix que tu pouvais te sacrifier pour l'autre. À ce moment-là, tu étais légal, parce que tu étais légal en haut, quoi. Mais être égal tout en bas, genre les hommes naissent libres et égaux, et puis en général, on rajoute, et c'est la dernière fois qu'ils le sont, quoi, parce que ça n'a pas de sens. Les gens ne sont pas égaux, ils sont pas... vous voyez bien que moi j'ai des aptitudes, vous avez des aptitudes. Ce système d'égalité inné, il est faux, il est hypocrite. Inscrit dans le logiciel français. Ouais. Oui. Parce que tous les pays, effectivement, ne sont pas sur ce diapason. En particulier les anglo-saxons, pas du tout. Ouais. Alors là, c'est carrément l'inverse, presque. J'ai envie de dire, c'est l'antithèse. Mais nous, on est carrément prisonniers de une idéologie profondément ancrée en France dans tous les domaines. L'égalitarisme absolu. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Parce que ça a été enraciné par la force, quoi. Véritablement par la force. 1789, c'est un traumatisme... on s'en rend pas forcément compte, mais c'est un traumatisme énorme, en fait. Il y a 2 siècles, c'était le Rwanda en France, en fait, quasiment, quoi. Donc, je veux dire, c'est... Ouais, il y a eu des massacres, on s'en rend pas compte que c'est ouais. En fait, le système qui nous dirige aujourd'hui, en fait, c'est imposé par une terreur. Une terreur, on dit ça alors dans l'histoire, et puis on en rigole presque dans les livres d'histoire. La terreur, ça veut vraiment dire quelque chose en France. Oui, ça veut dire la période de la terreur, en plus. Ouais. T'es pas content, parce que c'est quand même dingue, il faut quand même le dire ça aux gens, quoi. En Vendée, donc il y avait des gens qui étaient, par exemple, dans une ville, il y avait le maître de la ville, il se dit, bon, je vais devenir républicain, donc je vais dénoncer les brigands. Donc il fait venir les républicains, il dit, les brigands sont là-bas. Donc ils vont tuer les brigands, et puis après ils vont tuer ceux qui ont dénoncé aussi, parce qu'il faut tuer tout le monde. Tout le monde. Voilà, c'était ça l'ordre, parce que il faut marquer les esprits, quoi. Et ça a été fait, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'égalitarisme. Elle profondément ancrée en France, en tout cas, c'est bien plus qu'ailleurs. Allez, je reprends un peu les questions. On me dit, croyez-vous aux partis politiques? Si oui, quel parti vous semble le plus proche de vos idées et lequel le plus éloigné? Voilà. Alors, les partis politiques. Bon, on a un petit peu répondu aussi à cette question tout à l'heure par rapport au fait que c'est vrai qu'on n'est pas dans une vision utopiste de l'électorat, l'isme. Maintenant, c'est sûr que le seul parti politique qui défend un petit peu notre pays et qui s'oppose au mondialisme, c'est évidemment le Front National. Nous, on n'est pas membre du Front National, on n'est pas partisan particulièrement de ce parti politique, mais évidemment que s'il y a un parti politique dont on se sentirait le plus proche, c'est évidemment ce parti-là, puisque Marine Le Pen est quand même une grande personnalité qui défend la population française, le peuple français, et qui fait ce qu'elle peut face aux médias qui sont tous contre elle et qui... Que dire d'autre ? C'est sûr que le Front National, c'est... c'est sûr qu'on soutient. On reconnaît le courage de Marine Le Pen, c'est sûr. On l'a entendu des milliards de fois répondre à Patrick Cohen sur France Inter. On souligne son sang-froid. Oui, elle garde son calme, c'est vrai. Mais après c'est sûr. Elle propose rien d'autre que la démocratie. Et on a aussi déjà dit ce qu'on pensait de la démocratie. Elle propose la démocratie, elle ne peut pas vraiment faire autrement. Après, c'est sûr qu'on peut revenir sur ses choix politiques qu'on peut comprendre dans une stratégie de vouloir faire patte blanche, en fait. Un peu se dédiaboliser. C'est dédiaboliser, elle est là-dedans. Peut-être qu'elle a raison de le faire, je sais pas. Mais après, on n'a pas... On pense qu'il y a énormément d'énergie qui est mise dans cette affaire d'électoralisme et que du coup, tout ce qu'on peut faire quotidiennement, ça n'a presque pas d'importance. Alors on pense un peu l'inverse, nous. C'est ce que vous faites là qui a plus d'importance que l'électoralisme. Après, oui, disons qu'après, l'électoralisme, c'est tous les 5 ans, quoi. Oui, c'est tous les 5 ans. Puis entre, il ne se passe plus rien. Vous attendez, pourvu que la prochaine fois ça marche. Ça ne peut pas marcher. Alors, on me dit question très simple. Qui vous finance ?
Personne. On se finance tout seul. C'est vrai que la vente des CD finance tout ce qui est production musicale. Ça nous permet d'acheter le matériel nécessaire, les micros. Oui, puis les clips, tout ça, voilà. Il faut du matos, tout ça. Voilà, mais sinon, on est assez spartiate. On fait pas, enfin, on dépense, ça nous coûte pas beaucoup d'argent en fait. On partage les revenus qu'on a, on les partage autant que possible et chez nous, les différentes familles travaillent. Voilà. On a des traducteurs, on a des architectes, on a. Bon, voilà, ils travaillent. Ouais. Je me demande comment vous vivez. Voilà. C'est simple, question simple, réponse. Et puis on a un groupe de musique des années 60 avec lequel on travaille aussi. Oui, voilà, vous avez parlé, qui est un peu plus mainstream du coup pour le coup. Alors là, vous me dites, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Êtes-vous pour ou contre l'avortement? Non, on est contre l'avortement, c'est vrai. Vous êtes contre Alors après, on pourra nous sortir le truc, oui, je me suis fait violer, blablabla. Ça, c'est sûr que moi, j'ai pas la réponse à ce truc-là. Je me suis pas fait violer, puis en plus, je pourrais pas être enceinte. C'était le cas, mais je comprends le désarroi d'une femme qui est... C'est sûr que le problème, c'est d'avoir réussi à, à amener cette possibilité d'une certaine façon, quoi. Parce qu'après, c'est la science moderne, c'est le défaut de la science moderne, c'est qu'elle va apporter des solutions incroyables. Alors c'est sûr que pour la femme qui s'est fait violer, c'est sûr que c'est un plus de pouvoir se faire avorter d'une certaine manière. Mais après, quand la société elle commence à être basée sur un choix où on se dit oh mon enfant, oh tiens je le veux pas finalement. Oui, c'est un peu du confort aussi. Pour ça devient, il va y avoir forcément une dérive extrême, quoi. Et donc du coup, comme le dit très bien Una Bomber, vous connaissez Una Bomber, l'écrivain américain qui a écrit un livre qui s'appelle L'avenir le terroriste américain même. Il a terrorisé l'Amérique pour faire passer son manifeste qui s'appelle La société industrielle et son avenir, où il décrit très bien le phénomène que les bons côtés de la technologie sont inséparables des mauvais, quoi. Et qu'au départ, ce qui va pouvoir apparaître comme une liberté de plus va finalement apparaître comme un esclavage de plus, et on va finir par être esclave de la machine, esclave d'une certaine forme de science qui va à l'encontre de l'ordre naturel, quoi. Et on peut se dire que... l'avortement en fait partie. L'avortement en fait partie parce qu'au départ, normalement, dans une société à peu près saine, vous avez plus ou moins décidé d'avoir un enfant avec quelqu'un. Mais dans les années 60, encore dans le cas de mais les femmes avortaient clandestinement. C'était, on le sait, il y avait des drames et tout. Mais parce que aussi ça vient d'une société qui est hyper décadente. C'est parce que, particulièrement en Angleterre justement, les jeunes filles avec le rock'n'roll, tu vois, l'aspect un peu sex, drug, tout ça, elles commençaient à baiser n'importe quand à 16 ans et tout. Et puis en fait, elles faisaient que des conneries, quoi. Et puis parce que la culture ambiante est hyper déliquescente. Mais est-ce que c'est pas lié justement à la liberté des femmes, quelque part, parce que la liberté des femmes, je sais pas si c'est une liberté de pouvoir baiser tout et n'importe quoi tout le temps, c'est pas forcément une liberté. Nous on l'a. Je sais pas si on peut être aussi catégorique. Non mais nous on l'a. Donc, cette liberté, on peut la prendre sans trop de conséquences. Enfin, je veux dire, alors que la femme, elle, évidemment, si elle tombe enceinte, c'est une conséquence quand même terrible. Ah oui, de ce point de vue-là, ouais. Ah oui, de ce point de vue-là, ouais. D'accord. Oui, mais disons que c'est dans un contexte social qui est complètement aberrant, quoi. Enfin, de mon point de vue, c'est tout le contexte. Le problème, c'est qu'on va penser que la science, elle va pouvoir pallier à une déficience en fait morale en fait de la société, si je me fais comprendre. C'est que au final, on va pas chercher les causes, on va chercher. La science, elle va essayer il y a de l'eau qui coule sur la table, je vais juste faire comme ça, mais je vais pas remettre le gobelet à l'endroit, si vous voulez. Je vais pas aller à la source du problème. La source du problème, c'est quand même les êtres humains qui font n'importe quoi. C'est pas parce que l'avortement va exister que le problème, c'est le violeur. Dans le problème. Pourquoi il y a des violeurs? C'est pas forcément un viol, les avortements. Oui, ou ça peut être le truc. Oui, mais après, c'est des erreurs, quoi. Il faut se maîtriser, quoi. Après, c'est une technique, quoi. Enfin, je sais pas. C'est des questions difficiles. Hein. C'est des questions difficiles. Ça, des petites questions comme ça, des fois, ça nécessite de grandes réponses. Alors, on me dit, quel est l'auteur que vous avez cité en début d'émission concernant les écrits sur la Révolution française? Rénal Séchère et Alain Girard. Voilà. Puis il y a même une vidéo du Métatour dessus, sur le génocide vendéen.
Alors, on me dit, petite correction à l'invité, les musulmans attendent également le retour de Jésus, fils de Marie. Oui, alors ça justement, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu une vidéo de Cheikh Imran Hossen Oui. Qui s'appelait Le retour du Nabi Nissa. Et ça m'a vachement interpellé parce que, tu sais, je t'en avais parlé, Imran Hossen, il raconte toute l'histoire de Jésus comme si Jésus était un personnage hyper important dans l'islam. Et c'est vrai que nous, on connaît... Bah, il semble que oui, il est mentionné plusieurs fois dans le Coran, Jésus. Et comme quoi, c'est cité vraiment... comme étant le prophète qui revient à la fin des temps, et pas... le fils de Marie, quasiment, vraiment le Messie, quoi. Et c'est vrai que ça, s'il y a des gens qui peuvent nous envoyer sur le site du Comité de Santé publique des informations là-dessus, on serait ravis même de faire un Radio Brigande là-dessus. Quoi. On aimerait même, si un jour on peut interroger le Cheikh Imran Hossen, ça on le fera, on avait ça en projet avec Antoine parce que ça nous intéresse vraiment, parce que le problème de l'islam en France, nous on trouvera peut-être qu'on l'a traité de façon un peu simpliste dans les Brigandes, mais on pense que c'est un problème qui est peut-être aussi compliqué que le problème du christianisme avec l'orthodoxie, le catholicisme. On voit que le christianisme c'est très complexe. Et nous, de l'islam, on connaît quasiment l'image que TF1 nous en a donnée avec les jeunes de banlieue. Et on parle peu des soufis. On parle peu, c'est vrai que nous, on s'est intéressé pas mal justement par rapport aux écrits de Julius Evola, donc au phénomène des soufis, au phénomène de la chevalerie dans l'islam. Et tout ça, ça nous a vachement intéressé. Ouais. Si vous avez des informations là-dessus, on est tout à fait preneurs. D'accord. Parce que oui, vous avez des paroles très dures contre les musulmans des fois. Un peu. Bah oui, parce que ça, comme je vous ai dit, c'est plus un peu en réaction par rapport à ce qu'il y a eu pendant des années. Et c'est pas par rapport à un islam, on va dire, peut-être aussi basique, conquérant et anti-blanc qu'il peut y avoir en France. Tout comme on est contre un catholicisme conquérant ou comme... n'importe quelle religion qui veut s'imposer à l'autre. Qui veut s'imposer en fait. Qui veut s'imposer à l'autre par la force de l'épée ou de la kalachnikov. Ouais. On pense que c'est pas forcément la meilleure façon de convertir les gens. Ouais, des fois, oui, c'est tout à fait. Alors, on me dit, cher Brigande, vous semblez défendre la religion catholique, mais comment pouvez-vous expliquer votre rapport très ambigu avec la gnose et certaines loges maçonniques ? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent rapport ambigu ? Alors, rapport ambigu, on ne sait pas. Parce que, nous, on a... Canardo, je sais pas, c'est le frère à la fouine, je crois. Si, il se base sur les... Comme on parlait tout à l'heure de la bassine à vomi et de la presse ah ouais, non, ça peut pas se baser Ah, d'accord. Ça peut pas se baser là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'on a interviewé un franc-maçon qui nous a connus par rapport au brigand, mais dont on ne fait pas partie de la loge. D'ailleurs, sa loge a eu énormément de problèmes, il faut le savoir, après cette émission. Parce que ça n'a pas du tout fait plaisir au Grand Orient. Surtout quand ils ont vu votre clip. Ah ouais, il faut se dire... Ils n'ont pas trop aimé les masses de cochons et de moutons. Mais il y a plein de francs-maçons, par contre, qui ont beaucoup aimé le clip. Qui ont dit ça se passe exactement comme ça. Les mecs ronflent, tout quoi. Ouais, les agapes après un peu très arrosées. Non, la franc-maçonnerie, on n'est pas du tout franc-maçon. On n'a pas de... Disons que... On a interviewé quelqu'un là-dessus qui nous a donné énormément de renseignements, qui était quelqu'un de très bien, qui était un chrétien catholique, quelqu'un de... Voilà, comme quoi on peut être apparemment catholique et franc-maçon, apparemment. Chevalier même, parce que c'est un ordre. Bon, on n'en dit pas trop. Il y en a, parce qu'il y en a qui ne seront pas trop... Il y a catholique franc-maçon, il y en a qui ne sont pas d'accord. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours pareil, parce que les gens, ils mettent des petites cases, mais les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu'on ne le croit. Et puis après, le rapport à la gnose. Alors le rapport à la gnose, c'est sûr que nous, on aime bien, on aime comprendre les choses malheureusement. Voilà. La gnose, ça veut dire connaissance quand même. Oui. Une reconnaissance, et on n'est pas sur un plan où on est dans le complot, parce qu'il y a toute cette histoire de complot gnostique international franc-maçon. Les francs-maçons qu'on a pu connaître, qui ne sont pas ceux qu'on a rencontrés pour Radio Brigande, mais ne sont pas forcément... férus de gnose platonicienne ou autre. Non, ils sont plutôt affairistes. Ils sont plutôt affairistes. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien lire les philosophes même antiques. Donc c'est vrai qu'on s'intéresse à la connaissance parce qu'on pense que la connaissance, elle est vitale pour l'être humain. Elle fait partie de son devoir même. Ouais, je pense, pour sa survie. Alors on me demande, on n'a pas peur des questions, on me dit que pensez-vous du récentisme ? Car, selon plusieurs récentistes français, ils affirment que Saint-Louis, Charlemagne, Jeanne d'Arc et Clovis n'ont jamais existé.
Ah. Le ressentisme, on s'y est intéressé pas mal aussi cette année, suite aux interviews de Méta TV avec comment il s'appelle, Monsieur Dortiguet. Dortiguet, tout à fait. Alors, là, une fois sur le sujet. Monsieur Dortiguet, très intéressant. Ouais. Moi, j'ai pas pu tout regarder parce que malheureusement, j'étais coincé dans le studio pour faire un disque. mais par contre, on sait pas. Le problème, c'est qu'on sait pas. Le problème du temps, c'est que de toute façon, c'est une entourloupe le temps. Même Jésus, né le 25 décembre de l'an 0. Personne n'est d'accord. J'ai vu un truc là-dessus. Oui. Même apparemment officiellement, ils disent non, c'était 7 ans avant, au pire, etc. Non, vous savez pas ce qui s'est passé, même le 13 décembre, le 13 novembre 2015, vous savez pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé il y a 700 ans, on ne sait pas. En fait. Mais c'est vrai que nous, on a une vision plutôt mythologique de l'histoire, et du coup, c'est vrai, peu importe finalement que des personnages aient existé de manière, on va dire, que leur histoire soit vraiment, qu'ils soient nés en telle année, et qu'ils aient vraiment vécu dans tel bled, et qu'ils aient fait ci et ça. Ce qui compte, c'est que ce qu'ils représentent, c'est une possibilité de faire des grandes choses et de combattre. Voilà. Vous n'êtes pas loin de Benajam, parce que Benajam, on avait parlé des mythes fondateurs de la France. Absolument. Pour lui aussi, enfin, il dit pas que ça n'a pas existé, mais il dit en tout cas on n'a pas de preuves. Donc il dit, bon, il fait pas son ressentisme, mais il dit il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a très peu de preuves finalement. Voilà, entre autres le baptême de Clovis, Charlemagne, il y a beaucoup de choses, c'est vrai que sont un peu troubles finalement. Donc voilà, évidemment ça discute, ça polémique, et il était arrivé à la même conclusion en disant mais de toute façon, peu importe si ces mythes sont vrais ou faux, ils nous ont forgés, c'est ça qui est important. Bah, ce qui est important, c'est le modèle qu'ils représentent. Voilà. C'est toujours pareil dans les anciens. En substance, temps, c'est ce qu'il avait dit. Ouais. Le héros Achille, on ne se demandait pas s'il avait vécu en l'an 3000 ou en 4000. Alors, ce qui était intéressant, c'est ce qu'il représentait comme valeur pour former les êtres et pour les éduquer. Quoi. C'est ça que les Grecs ils se demandaient. Quoi. Ouais, mais c'est ça qu'il faut retenir. Alors, on me dit, s'unir face à un ennemi commun, n'est-ce pas utopique? Comment faire impasse sur toutes les divergences internes? En plus, c'est VV qui pose des questions. Comment faire l'impasse? Parce que le bonjour, hein, s'il n'est pas avec des végans, j'espère, à côté de lui. Ils m'en veulent encore. Comment faire l'impasse sur toutes les divergences? Le problème, c'est de sentir un état d'urgence, un état de guerre, à mon avis. C'est que tant qu'on ne sent pas l'état d'urgence, comme je disais tout à l'heure, tant que les gens ont à manger, ils sont tranquilles. Ça, il y a beaucoup de ça. Et le système, justement, le système politique qui est en place, international, bourgeois dont on parlait, l'ordre marchand, il a tout intérêt, justement, à faire que les gens ils aient des bonnes télés, des bons téléphones, bien à manger, des bons petits biscuits pour regarder la télé. Tant qu'il y aura ça, chacun restera sur ses divergences. Le jour où véritablement où les gens sont attaqués, où ils se sentent vraiment attaqués, à ce moment-là, il y a une réaction et on fait fi des divergences, on va dire, de petites chapelles. Quoi. Chapelle, ouais. Après, c'est se sentir en état de guerre ou pas se sentir en état de guerre. À mon avis, c'est ça. C'est comme l'histoire avec les deux cochons qui sont dans la ferme, qui discutent, puis il y en a un qui dit à l'autre... mais tu sais qu'il paraît que le fermier il nous nourrit et qu'après il va nous tuer et nous manger. Et l'autre tu dis arrête de croire au complot. C'est à peu près ça, tout à fait, ouais. On est là-dedans. D'accord, on est un peu dans cette séquence. On me dit, ne faut-il pas remercier l'école de la République d'être arrivée jusqu'ici pour l'instant dans la compréhension du système? Car à l'école, on n'a pas le temps de tout dire. D'ailleurs, ne serait-ce pas un des objectifs indirects? De tout dire dans l'école de la République? Ouais. Surtout... j'ai pas bien compris la question. Moi non plus. En plus, c'est un écolier, il fait l'école missionnaire, je le connais. Alors il me dit... Donc il est mal placé pour nous donner des leçons d'école. Je vais pas cramer son nom, les gens sur le chat y verront. On me dit, ne faudrait-il pas remercier l'école de la République d'être arrivée jusqu'ici, pour l'instant, dans la compréhension du système? Non, je pense l'école de la République... Non, est-ce qu'on ne faut pas remercier l'école de la République dans le sens où elle forme l'esprit critique? Mais je ne crois pas que l'école de la République forme un esprit critique. Enfin, j'ai fréquenté l'école jusqu'à mes 18-19 ans et je n'ai pas vu beaucoup d'esprit critique dedans. Ouais. Enfin, j'ai vu des gens qui... Beaucoup de formatage. De formatage. On nous y a appris qu'on descendait du singe. C'est ça, des choses extraordinaires. Ouais. L'homme descend du singe, c'était un bon truc marrant. Ouais. Alors, on me dit... En novembre 2013, le rabbin et membre du Bnei Brit, David Touitou Dachod, déclare « Je
Le Messia ne viendra que quand Édom, l'Europe et la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe, c'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue du Messia. Et c'est une phrase que vous avez repris dans un de vos clips en plus, cette citation. C'est l'intro du clip du grand remplacement. Voilà, le clip du grand remplacement, tout à fait. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous avez repris cette phrase? Moi aussi, On a repris cette Ah d'accord. On a repris cette phrase parce que... Vous êtes en accord avec les idées de tout et tout. Non, on n'est pas en accord, mais ça mérite d'être souligné. Et je pense que pas mal de musulmans même devraient se réfléchir. Il faut aller voir ces vidéos-là parce qu'elles sont quand même très particulières, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait sur le coup, ça fait peur, quoi. Sur le coup, Rabbi, il fait peur, quoi. Mais on se dit... On se dit qu'on peut pas aller beaucoup plus loin. La citation parle d'elle-même. La citation parle d'elle-même. Après, on pourra nous dire c'est un rabbi intégriste d'une frange intégriste du judaïsme. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Ça peut-être. De toute façon, c'est aussi pour ça que nous on se rassemble pour faire des choses ensemble, parce qu'il y a plein de choses où on peut pas vraiment en avoir le cœur net. C'est aussi d'ailleurs alors l'idée du grand remplacement. Vous avez fait une chanson là-dessus. Ouais. Vous, c'est quoi le grand remplacement? Comment vous le définissez? Le grand remplacement, comment on le définit? On le définit un peu à la manière. Je vais reparler de Dominique Vénère parce que je le lis en ce moment. Donc du coup, je trouve qu'il est quand même il était très intelligent. Et on voit qu'en effet, en France, il y a un changement de culture. Mais je pense, le problème, c'est de se dire que le changement de culture, il vient seulement de l'islam. À mon avis, le changement de culture, il vient déjà de la Deuxième Guerre mondiale, on va dire, quoi, avec l'américanisation. Il y a un grand remplacement, il a déjà eu lieu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la civilisation d'Hollywood sur toute la planète, et ça, c'est déjà un grand remplacement. Après, il y a un grand remplacement, c'est sûr. Enfin, ça, c'est un grand remplacement culturel, on va dire, quoi, parce que la culture française, elle a été zigouillée, quoi. Après, il y a un grand remplacement, peut-être au niveau des populations, ou du moins, on aimerait nous faire croire. Donc, on nous alarme avec, je vais dire les immigrés, parce que je ne vais pas dire les migrants. Je trouve que c'est je me fais pas avoir. Mais par contre, est-ce que c'est pas un problème aussi qu'on grossit pour faire peur aux gens Est-ce que c'est pas un problème urbain aussi? Parce que quand on va en province, tout d'un coup... Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que nous, on vit à la campagne et on assiste au même remplacement. Au même remplacement, avec les problèmes qui vont avec, des femmes violées dans les piscines et tout ça, 2 semaines après l'arrivée des migrants, donc des immigrés. D'accord. C'est une réalité qui est aussi à la campagne. Après, il y a eu ça, après il y a l'amalgame qu'on va faire après sur les musulmans. Moi, je suis pas sûr que les gens qui viennent en Europe, ce soit forcément des bons musulmans, quoi. D'ailleurs, Imran Hossein avait souligné ça, il avait dit musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Après les attentats de Paris, il avait dit ça. Avant qu'il soit trop tard. Non, après les attentats de Charlie Hebdo. Rentrez en terre d'islam, vous n'avez rien à faire en France, vous n'avez rien à faire dans des pays démocrates. C'est une aberration. Qu'est-ce que vous allez prendre votre petit déjeuner à Paris? Vous devriez vivre tranquillement votre spiritualité musulmane en terre d'islam, quoi. Et c'est pour ça que justement qu'on aimerait interroger Où en Arabie Saoudite? Bah, on sait pas. Après parce que c'est pour ça pas qu'il y en ait un qui habite ici qui va troquer sa place contre une place à Jeddah. Hein. Et après, il disait, si vous pouvez pas m'en rentrer, installez-vous à la campagne, même en France ou n'importe où, dans les campagnes européennes, et vivez entre vous, entre musulmans, vous pouvez vivre tranquillement, même avec des gens qui ne sont pas musulmans à côté, mais vivez votre spiritualité. C'était ça le message du mec, quoi. Et ça, j'avais trouvé ça vachement fort. Je me dis, putain, le gars, c'est pas du tout l'islam qu'on connaît, ça, quoi. Et à ce moment-là, le grand remplacement, soit on fait peur aux Européens en leur faisant croire qu'ils vont être remplacés par une autre population, soit il y a cette idée aussi... Le fond de cette population. De fond de cette population, donc une grosse partie peut-être des musulmans, on leur fait croire qu'ils vont peut-être conquérir l'Europe. En fait, puis, ils vont se soumettre au modèle américain. Ils vont se soumettre au modèle américain, ils vont être récupérés. Alors ça, c'est un autre problème. Et on se demande un peu qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a toute une excitation aussi avec le problème de l'islam. Les États-Unis sont sur le coup. Hein. Ça, c'est été prouvé dans les fuites de Wikileaks, de l'ambassade de France. Ouais.
ils ont sur le coup des associations musulmanes en France. Ils suivent de très près ces marques islamiques. Safia News, Ouma.com, tout ça, ils sont à fond sur ces problématiques-là en France. Mais c'est un problème qui dans tous les cas, qui n'est pas en plus, évident de ça à voir. Mais c'est européen en plus, parce que on peut dire que la situation de cette, on va dire, l'immigration massive, c'est pas un problème qui touche la France, ça touche l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la Hollande, le Danemark, la Suède, tous les pays d'Europe, et aujourd'hui même les pays d'Europe de l'Est sont confrontés à cette problématique. Eux qui n'avaient pas connu traditionnellement d'immigration. La première vague des années 60-70 qu'ont connu l'Europe de l'Ouest, eux ne l'ont pas connue dans l'Europe de l'Est. C'est une vague très très récente qui arrive chez eux. On voit qu'il y a une volonté, ça c'est certain, de détruire dans tous les cas. Il y a eu une volonté de détruire culturellement l'Europe avec justement l'américanisation. Ça c'est sûr que l'Amérique, elle a imposé son système marchand, on va dire, à toute l'Europe. Après, faire venir l'islam, c'est sûr que... Enfin, l'islam, on a du mal à dire ça parce que... C'est l'immigration. Mais c'est ce qui... En fait, on a créé un problème, quoi. En fait, on sait qu'en faisant venir cette immigration de masse, on va obligatoirement, nécessairement faire des tensions entre les populations. On va créer une tension énorme. Et après, on apportera la solution. Et c'est là qu'on rejoint un peu les idées qu'Antoine a amenées tout à l'heure. L'idée de l'antéchrist, l'idée avec fondu avec l'imam Mahdi, avec le retour du Kalki, enfin avec qui vous voulez, si vous voulez. Il va falloir, parce que si on a besoin d'une crise internationale pour arriver à un gouvernement international, il faut amener en effet un état de tension, quoi. Et donc à ce moment-là, mettre plein de populations qui n'ont rien à voir au départ, tout d'un coup ensemble dans un climat de promiscuité extrême, comme à Paris où il faut faire parce que c'est quand on dit il faut aimer les migrants, etc., machin truc chouette, c'est pas aimer les migrants de les faire venir à Calais, de les faire dormir sous des tentes, alors que vous n'avez pas de travail pour vous savez. Enfin, il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est une hypocrisie totale, quoi. Donc après, ou alors peut-être qu'ils veulent faire venir plein de migrants pour en faire, au final, des gens qui vont voter socialiste après. Parce qu'il y en a peut-être de moins en moins des Français qui votent socialiste. Ça peut aussi être ça. Ça peut être une solution aussi. C'est créer des électeurs. Ça, c'est parce que c'est vrai qu'ils forment un nouveau prolétariat. Ils forment un nouveau prolétariat. Et donc, du coup, ça, c'est tout un plan aussi de longue haleine pour faire continuer ce système marchand. Parce que les migrants, ils veulent pas conquérir et imposer des mosquées partout. Ils veulent aller au Starbucks. C'est ça qu'ils veulent. Je me souviens, il y avait ça sur France Inter. Le journal d'une migrante, il y avait sur France Inter au début de l'année. Et alors, la migrante, elle arrivait et tout. Et puis, la Libération, elle arrivait à Vienne. C'est mon premier Starbucks café qu'elle écrivait à sa copine en Syrie. Je veux dire, et là, on était là... Alors, c'est peut-être qu'elle a eu des problèmes en Syrie, on ne sait pas, quoi. Mais le problème, c'est que c'est tellement désinformé. C'est une aberration, quoi. Si elle allait à Vienne, lui dire de manger des schnitzel. Allez, je un Starbucks. Allez, je prends les derniers des dernières, parce que après, n'oubliez pas, je l'annonce, il y aura du live. Oui. Donc c'est Petite chanson pour finir. Voilà, il y aura une chanson pour finir. Donc quand ça va couper, ça va revenir. Donc ne croyez pas que ce soit fini. Je vais prendre les dernières chansons. On me dit, l'invité porte-t-elle une burqa inversée? C'est très mignon. C'est Natalia, tu vois. Bon, c'est une des rares filles. Après, on me dit encore, allez, un freestyle pour sauver la France. Bah oui, je peux répondre. Voilà, oui, mon cher, il y aura un freestyle. On me dit aussi... Est-ce qu'ils pratiquent Franz Bardon avec leur groupe spirituel? Franz Bardon, c'est l'occultisme, ça? C'est un occultiste. Non, nous ne sommes pas occultistes. C'est très très difficile de pratiquer ce Franz Bardon, il faut lui dire. C'est un garçon, et très peu de gens y arrivent d'ailleurs. Mais on n'a jamais pratiqué Franz Bardon. Non, c'est pas notre truc. De toute façon, on cherche pas les pouvoirs occultes. Donc, Voilà, pas de Dracula ou je sais pas. Ah non, les pouvoirs occultes, faut pas chercher les pouvoirs occultes. Ça sert à rien, et puis ça vous fait... Non, c'est pas bon. On me dit en plus, voilà, l'homme descend du singe et le singe descend de l'arbre. Mais on me dit, l'homme peut bien descendre du singe, l'important c'est qu'il ait la banane. Ils sont en forme, là, ils sont en forme. Je crois qu'on va faire la petite pause et comme ça vous allez revenir pour la chanson finale. Et puis voilà, donc restez connectés. Donc je répète parce que il y en a à minuit, ils comprennent plus, là ils sont transformés en gremlins. Donc il faut répéter plusieurs fois à la base du conditionnement, la répétition. Donc voilà, ce n'est pas fini, on fait la pause et on revient juste après pour la chanson. Donc restez connectés, à tout de suite.